Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de l'Esprit public. Aujourd'hui, après la mort d'Ali Khamenei dans des frappes israélo-américaines, l'embrasement au Moyen-Orient. Nous serons avec le directeur de l'IFRI Thomas Gomart, l'essayiste Hakim El-Karoui, l'économiste Natacha Valla et le professeur en relations internationales Bertrand Badi. Une émission préparée par Anne-Claire Bazin, réalisée et mise en onde par Souad Boukorsa. For many years, you have asked for America's help, but you never got it. Pendant de nombreuses années, vous avez demandé l'aide de l'Amérique, mais vous ne l'avez jamais obtenue. Aucun président n'a été prêt à faire ce que je suis prêt à faire ce soir. Maintenant, vous avez un président qui vous donne ce que vous voulez. Voyons comment vous réagissez. L'Amérique vous soutient avec une force écrasante et une force dévastatrice. C'est le moment de prendre en main votre destin et de libérer l'avenir prospère et glorieux qui est à portée de main. C'est l'heure d'agir. Ne la laissez pas passer. Samedi 28 février, dans une allocution de 8 minutes sur son réseau social, le président Donald Trump annonce les frappes américaines sur l'Iran. L'opération nommée Fureur épique, qu'on savait proche, a eu lieu menée conjointement avec Israël. Ispahan, Shiraz, Tabriz, plusieurs sites sont touchés, dont la capitale Téhéran. La résidence d'Ali Khamenei est réduite en ruine, tout comme de nombreux ministères ou bâtiments du régime. Un flottement quant à la mort du guide suprême dans ces frappes a eu lieu toute la soirée avant la confirmation dans la nuit par le régime iranien à la télévision d'État. L'ayatollah Ali Khamenei, tête du régime des Mollahs, au pouvoir depuis 1989, successeur de l'ayatollah Khomeini qui avait pris la place du Shah d'Iran dans la révolution islamique de 1979, est mort. Des effusions de joie se sont fait entendre en Iran après cette annonce, mais aussi des manifestations en soutien au régime des Mollahs. Et la question d'un peuple face à son destin se pose alors que les tirs israéliens se poursuivaient en ce dimanche matin en plein centre de Téhéran. L'Iran a riposté dans la journée d'hier et encore ce dimanche 1er mars, visant les bases américaines et pays alliés de Donald Trump de l'autre côté du golfe Persique. Oman, Dubaï, Bahreïn, Abu Dhabi, les frappes et drones retentissent. À Dubaï, les vols sont interrompus. Le port d'Oman a été attaqué. La riposte a également visé Israël, qui vit au rythme des sirènes et des abris. Un changement de régime en Iran peut-il se produire par cette opération extérieure ? Le fils de l'ancien Shah d'Iran, Reza Pahlavi, en exil se prépare, on l'entendra. En attendant, c'est le Moyen-Orient qui s'embrase. 8 morts au Pakistan lors d'un rassemblement pro-Iran devant le consulat américain de Karachi. L'ambassade américaine de Bagdad en Irak est visée par des tirs. Après la mort de Khamenei, l'embrasement au Moyen-Orient, c'est le titre de cette émission. Pour en parler, j'accueille Thomas Gomart. Bonjour. Bonjour Astrid de Vilaine. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes directeur de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Votre dernier livre chez Talendier, Qui contrôle qui ? Les nouveaux rapports de force mondiaux nous sera sans doute très utile. Bertrand Badi, bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être là, professeur en relations internationales. Par-delà la puissance et la guerre, la mystérieuse énergie sociale. C'est chez Odile Jacob, on en parlera aussi. Natacha Valla, doyenne de l'école de management et de l'impact à Sciences Po, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Hakim El-Karoui, bonjour à vous. Bonjour. Entrepreneur, essayiste, expert associé à Terra Nova, votre dernier livre, Israël-Palestine, une idée de la paix. Merci à tous les quatre d'avoir accepté le principe de cette émission et merci à vous de nous suivre comme tous les dimanches. Nous sommes en direct. Un mot d'abord avec vous, Bertrand Badi, sur le moment. Pourquoi hier ? Est-ce une surprise ? Une surprise, pas vraiment, parce que depuis un certain temps, on voyait s'accumuler des ressources militaires du côté des États-Unis qui ne pouvaient pas être là uniquement pour le voyage. D'autre part, c'est toute l'ambiguïté de la dissuasion. On pouvait considérer dans un premier temps que c'était des manœuvres pour intimider, mais il y a un moment où, si l'intimidation ne se traduit pas en fait, elle perd de sa crédibilité. Et on avait probablement atteint ce seuil. Puis il y a un troisième élément, je crois, très important, c'est que finalement, des deux côtés, on pariait sur la faiblesse de l'autre. Alors, la faiblesse de la République islamique, il n'y a pas besoin de faire un dessin, mais du côté iranien, on était persuadé qu'il y avait maintes raisons pour lesquelles Donald Trump ne passerait pas à l'action. D'abord, la réticence de ses alliés, les monarchies du Golfe. Deuxièmement,
la crainte de la Chine qui vit grâce à ce pétrole qui, pour 20%, sort d'un golfe qui est aujourd'hui bloqué. Et puis la troisième raison, c'est que le pacte électoral trumpien repose sur une contradiction, à savoir « Make America Great Again ». Là, il faut frapper, il faut se montrer, mais aussi « No boots on the ground », c'est-à-dire ne pas amorcer finalement un autre conflit de la taille de celui d'Afghanistan et d'Irak. Pas de soldats sur le sol, pour traduire. Voilà. Parler parfaitement l'anglais. J'essaye. Et donc, sur cette base, chacun pensait que l'autre ne faisait que de l'esbrouf, en quelque sorte. Et ça, c'est très dangereux, parce que quand on est dans une situation où chacun croit l'autre faible, eh bien, on a tendance à faire monter les enchères et à faire échouer la chose. Donc, tout cela ressemble à une bulle qui s'est constituée et qui devait éclater. Alors, évidemment, l'éclat est particulièrement remarquable parce que la mort du guide, vous l'avez dit, c'est un événement extrêmement majeur. Cet homme incarnait ce qu'il y a de plus réactionnaire, de plus répressif et de plus violent dans la République islamique. Donc le fait qu'il tombe de son trône, effectivement, ouvre une séquence nouvelle. Faiblesse de la République islamique, vous partagez, Thomas Gomard, ça fait quand même 47 ans qu'ils sont au pouvoir. C'est une faiblesse qui s'est accentuée depuis, au fond, l'après-7 octobre 2023 et les attaques du Hamas contre Israël, puisque la férocité de la réponse israélienne à Gaza s'est aussi accompagnée d'une campagne visant à démanteler, et c'était un succès militaire. La question, c'est de savoir comment ce succès militaire va se traduire politiquement désormais, mais ce que la République islamique d'Iran appelait l'axe de la résistance. En décapitant le Hezbollah au Liban, en frappant le Yémen. Et puis, l'élément très important, ça a été le fait que, depuis 2024, l'Iran et Israël sont en guerre ouverte, alors qu'ils se faisaient la guerre de manière invisible, dirais-je, jusqu'alors. Et l'autre élément très important, c'est en ce sens peut-être qu'il faut aussi nuancer l'impression de rupture fondamentale avec ce qui s'est passé, c'est que Donald Trump a déjà bombardé l'Iran en juin dernier pour cette guerre qu'on appelle désormais la guerre des 12 jours, mais peut-être improprement. C'est-à-dire qu'il va falloir probablement revoir la chronologie. Alors, le choix, à mon avis, est un choix d'opportunité, probablement de type renseignement, c'est-à-dire, voilà, il se trouve qu'ils savent à ce moment-là que le guide suprême tient cette réunion et décide de frapper, parce que sur un plan plus politique, il eût été sans doute préférable pour Donald Trump de davantage préparer l'opinion à une campagne et d'intervenir après la Coupe du Monde qui aura lieu cet été et avant les midterms, ce qui aurait été probablement, je dirais, ce qui aurait eu le plus d'effet par rapport à sa propre opinion. Donc c'est probablement une décision d'opportunité qui a été, il faut le noter quand même, c'est Israël qui est rentré en premier. Et ce sont les États-Unis dans un second temps, ce qui, à mon avis, aura des conséquences politiques. Moi, ce qui m'a frappé, au-delà évidemment de la chute du guide suprême, qui est l'événement majeur, et là je rejoindrai entièrement Bertrand Badi, c'est la mise en scène de Donald Trump. Si vous regardez effectivement son intervention sur son réseau social, c'est une mise en scène très manichéenne, sur fond noir, sans cravate, comme les Iraniens, chemise blanche et casquette blanche sur fond noir, avec une casquette siglée USA, et un discours au fond un peu amphigourique en réalité, même si il y a toujours cette simplicité d'expression de la part du président des États-Unis. Amphigourique dans le sens où la justification, il remonte à la prise d'otage de 1979, qui est le mythe fondateur en fait de la République islamique d'Iran. Il évoque tous les épisodes, mais surtout, on ne sait pas trop, au final, quels sont les objectifs poursuivis par Donald Trump. S'agit-il de détruire l'arsenal balistique iranien? S'agit-il de détruire le programme nucléaire iranien? S'agit-il de provoquer un changement de régime? Sans doute un peu des trois. Et quand on a des objectifs militaires aussi peu précisés, au fond, on rentre dans une période de forte incertitude. Hakim El-Karoui. Oui, moi je pense qu'il y a beaucoup de choses qui font sens. D'abord, effectivement, il y a eu un amas de troupes depuis très longtemps. Et en même temps, des discussions. Le ministre des Affaires étrangères d'Oman, qui était le médiateur, disait qu'on était proche du but. Et le but, on le voyait à peu près, c'était l'abandon du programme nucléaire. Les Iraniens voulaient
maintenir l'enrichissement à un seuil minimal. Là, pardonnez-moi, vous parlez des négociations qui avaient lieu avant. Parce que c'est vrai que je ne l'ai pas rappelé, mais on était en pleine négociation à Genève, d'ailleurs un processus qui dure depuis des années, entre les États-Unis et l'Iran, sur la dénucléarisation notamment. Voilà, en fait, c'est pour rappeler quel était l'objectif et où est-ce qu'il y avait un terrain d'entente. Parce que peut-être qu'on va retrouver ce terrain d'entente. Donc il y avait la fin de l'Iran comme puissance nucléaire. Et puis les Américains veulent la fin de l'Iran comme puissance balistique, c'est-à-dire la capacité à attaquer la région. Aujourd'hui, ce qui peut se passer après la mort du guide, c'est que d'abord, il va y avoir une reconstitution du système de gouvernance iranien. Ali Larijani a déjà été désigné comme le leader intermédiaire. Mais il y a plusieurs hypothèses. Parce qu'il y a une hypothèse où on dit, en fait, maintenant, on ne sait pas où ils vont aller. Moi, je pense qu'ils ont réfléchi à un système où ils tapent la tête du régime. Et puis ensuite, effectivement, ils ne vont pas aller sur place, mais ils essayent d'ébranler le système. L'objectif étant évidemment que la rue, peut-être pas la rue, en fait, des gens qui sont proches, viennent par la suite. Et il est fort probable, parce qu'ils ne sont pas complètement idiots non plus, les Américains, il est fort probable ils ont infiltré le système de pouvoir, ça on le sait, et on l'avait vu l'an dernier. Et il est fort probable que ce ne soit pas seulement le Shah ou le fils du Shah qui soit préparé, mais qui est toute une étape d'après qui a été préparée. Et dans ce cas-là, il va y avoir une alliance, il parie probablement sur une alliance entre une pression de la rue et puis une pression de l'appareil sécuritaire, l'appareil de pouvoir, avec d'un côté des défections et puis de l'autre un deal potentiel, pourquoi pas la vénézuélienne, avec certains qui seraient prêts à rentrer dans une discussion avec eux pour revenir sur la fin du programme, et peut-être pas à la fin un changement de régime. Natacha Valla, votre avis là-dessus? Et puis c'est vrai que on était sur la chronologie. On se souvient aussi du 13 janvier. On avait fait une émission d'ailleurs avec vous, Bertrand Badi, Thomas Gomard, le 11. Le 13 janvier, Donald Trump qui disait triomphalement au peuple iranien, soulevez-vous, continuez, l'aide arrive. L'aide arrive, enfin, si elle arrive, elle est arrivée bien tard. Je pense qu'il fallait effectivement un peu de temps pour que toutes ces ressources militaires se mettent en place et puis pour que ça tombe aussi par rapport au calendrier des négociations qui a déjà été évoqué, par rapport aussi peut-être, on ne l'a pas encore dit dans l'émission, mais à des éléments de politique interne aux États-Unis. C'est peut-être moins important et moins noble comme motif, mais en tout cas c'est vrai que les midterms approchent, on a peut-être besoin au niveau de la population américaine d'avoir la perception d'un président qui quand même prend les choses en main au niveau mondial. On l'a vu dans différentes autres zones mondiales. Après, c'est vrai aussi qu'il y a des éléments qui sont, je pense qu'on y viendra, mais qui sont liés à l'aspect économique que ça représente, cette action-là. C'est une action effectivement envers l'Iran, mais envers une zone qui, pour l'économie mondiale, encore très fortement centrée sur le pétrole et les hydrocarbures, malgré tout, fait bouger quand même beaucoup d'éléments dans la balance, dans les questions commerciales et dans les questions de flux énergétiques. Donc là, il faut quand même rappeler que le détroit d'Ormuz aujourd'hui, et ce sont les chiffres de l'Agence internationale de l'énergie, c'est un peu plus du quart du trafic de pétrole transporté par la mer qui passe par là, 20% de la consommation de pétrole mondiale. Pour le gaz liquide, c'est à peu près pareil, avec des éléments aussi qui sont très importants pour les économies asiatiques, en particulier la Chine. Bertrand Badi l'a rappelé tout à l'heure. La Chine est en forte dépendance de ces exportations-là pour sa propre croissance. On a à peu près plus de 80% des flux qui passent par ce détroit-là d'hydrocarbures qui sont à destination de l'Asie. Donc tous ces éléments-là, ça compte aussi, je pense, dans la toile de fond de réflexion de quand il faut y aller et par quels moyens. Et le détroit d'Ormuz dont vous parliez a été fermé hier. Là, je n'ai pas vu les dernières informations, mais il semble en tout cas perturber le trafic maritime. Quelles sont les conséquences concrètes pour l'économie mondiale? Ça, il va y avoir plusieurs étapes. Et en réalité, on l'a tous un petit peu évoqué, il y a la question des faits qui ont été actés et qu'on est en train de tous collectivement digérer, et puis ensuite de l'incertitude que ça génère. Or, les conséquences économiques et financières, elles vont d'abord commencer par des conséquences sur les marchés financiers lundi. Demain, on va voir ce qui se passe sur le marché du pétrole, sur les marchés des hydrocarbures en général, et sur les marchés du risque de façon beaucoup plus large. Si on a le sentiment que ce conflit va avoir une issue
à brève échéance, ma foi, ça va générer de la volatilité. On avait déjà dans les prix ce qu'on appelle des primes de risque un peu plus élevées, notamment sur les futurs du pétrole. Ça, on l'avait déjà, mais ça peut être injecté, mais de façon pas forcément durable. En revanche, si on perçoit, et ça on verra ce que donne la discussion aujourd'hui, mais si on perçoit que ça peut être un peu plus long comme processus et que l'économie mondiale va devoir non seulement absorber un choc temporaire, mais rediriger les routes commerciales, repenser les chaînes de logistique, introduire des coûts supplémentaires, arriver à une échéance qui transforme ça en un choc d'offres, alors là, effectivement, on peut s'attendre à des conséquences macroéconomiques beaucoup plus longues. Bertrand Badi. Oui, moi je pense que je suis d'accord avec tout ce que mes camarades ont dit, mais je pense qu'il y a toute une série de contradictions qui apparaissent très clairement dans les dernières 24 heures et qu'il va falloir gérer. Et on ne sait pas comment elles seront gérées. Première contradiction, le discours de Trump, auquel Thomas Gomard faisait allusion tout à l'heure, était assez étrange parce qu'il justifiait cette intervention par le risque que la République islamique faisait porter, non pas sur le peuple iranien, mais sur le peuple américain. Risque est quand même extrêmement relatif et extrêmement léger. Deuxième contradiction, et Thomas l'a dit aussi, c'est le flou des objectifs. Quand Thomas et moi nous sommes clausewitziens, on considère qu'une guerre ne s'identifie que par l'objectif qu'elle s'est fixé. Or là, entre changement de régime, démilitarisation, neutralisation, on ne voit pas très bien. Et ça, il va falloir tôt ou tard le gérer. Il dit quand même, je vous interromps, excusez-moi Bertrand Badi, dans cette allocution de 8 minutes, je souhaite les empêcher d'avoir la bombe nucléaire, en ces termes. Oui, mais il parle aussi de changement de régime, ce dont il ne faisait pas part jusque-là. Il y a une troisième contradiction, c'est qu'on voit depuis un certain temps que la puissance sait de plus en plus être destructrice, mais de moins en moins être constructrice. Et la destruction du chef fait partie de cette capacité destructrice de la puissance, mais il n'en sort jamais rien. Rappelez-vous, mai 2011, Obama fait exécuter Ben Laden. Quelques 2 ans plus tard, naît Daesh et le califat à Bagdad. Dans le nord de l'Irak. Lorsque, en 2006, Saddam Hussein a été exécuté, ça a relancé la guerre civile à l'intérieur de l'Irak. Et quand Kadhafi a été tué, le résultat, on le connaît et on le vit encore. Quatrième élément, et ça, c'est quelque chose qui m'est cher et qui est, je crois, assez clair aujourd'hui, c'est que même Trump lui-même dit, mais l'affaire du changement de régime, c'est celle des Iraniens et non de nous. C'est-à-dire que toute cette belle stratégie, cette invincible armada est à la merci et l'otage des dynamiques sociales de la région. La grande interrogation, est-ce que le peuple ou non va se mobiliser, dans quelle direction, comment, sous quelle forme et pourquoi faire. Et enfin, la cinquième contradiction, qui est, je crois, plus importante qu'on ne l'imagine. Thomas a dit tout à l'heure, effectivement, que c'est Israël qui a commencé la guerre, probablement de concert avec les États-Unis et avec un décalage de 2 heures, mais ça pose quand même un problème. Est-ce que les intérêts israéliens et les intérêts états-uniens sont exactement les mêmes dans cette affaire ? Moi, je ne crois pas. Je pense même qu'il y a un niveau auquel ces intérêts deviennent contradictoires. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que derrière l'initiative israélienne, il y a d'abord cette obsession sécuritaire, c'est-à-dire on ne peut survivre qu'en détruisant tout ce qu'il y a autour de nous. Ça a été fait à Gaza, c'est actuellement en cours au Liban, en Syrie, en Irak, et tout cela se continue. Et deuxièmement, il y a l'idée chez Netanyahou d'utiliser une nouvelle séquence militaire pour se protéger du risque judiciaire et du risque électoral. Donc ça, c'est quand même des choses qui lui sont très propres. Là
où le risque électoral aux États-Unis est exactement l'inverse. C'est-à-dire, la peur de Trump, c'est que justement une guerre lui fasse perdre les élections. Là où le souhait de Netanyahou, c'est qu'une guerre lui fasse gagner les élections. Il y a un moment où ça fait des courts-circuits. Deux informations qui nous parviennent de l'AFP. En Iran, Ali Reza Arafi est nommé au sein du triumvirat assurant la transition après la mort d'Ali Khamenei. Et à Moscou, Vladimir Poutine adresse ses condoléances à l'Iran pour l'assassinat de Khamenei. Alors Arafi, c'est quelqu'un qui est très, très anti-occidentale. C'est probablement l'aile la plus religieuse et la plus anti-occidentale dans l'entourage du guide. Thomas Gomard. Bon, Bertrand m'a dit, vient d'évoquer 5 contradictions. Donc, en bon maoïste, je vais essayer d'identifier la contradiction principale et la contradiction secondaire et vous dire, cher Bertrand Madi, que pour moi, la contradiction principale, c'est la 4e que vous avez évoquée, c'est-à-dire le rapport entre la population iranienne et le régime. Au fond, c'est la plus grande inconnue. On se retrouve sur une contradiction principale. Et la contradiction secondaire, ça me permet aussi de répondre à Hakim El-Karaoui. C'est effectivement ce qui se dessinait dans votre intervention, Hakim, c'est aussi l'importance des accords d'Abraham comme élément de recomposition du Moyen-Orient, mouvement en fait initié par Donald Trump lors de son premier mandat. C'est peut-être aussi pour ça qu'il ne faut pas forcément voir les événements de la nuit comme quelque chose d'isolé, mais au contraire comme la tentative par les États-Unis et par Israël de mettre en œuvre par la force ce qu'ils ont esquissé sur le plan diplomatique par les accords d'Abraham, je le rappelle, qui sont une reconnaissance par Israël des Émirats arabes unis, de Bahreïn et du Maroc, lequel Maroc a d'ailleurs pris des positions à une déclaration très surprenante dans son degré d'hostilité vis-à-vis de la République islamique d'Iran. Et ça, c'est à mon avis ce qu'il faut essayer de voir sur la capacité aujourd'hui d'Israël et des États-Unis d'aller au-delà de cette recomposition, en fait, puisque l'élément frappant, à mon sens, depuis 2023, c'est la supériorité militaire israélienne dans la région. Et on va voir comment les choses évoluent, mais c'est ce qui est de plus frappant, à mon sens, et également peut-être ce que nous avons souligné à plusieurs reprises et qui mériterait peut-être d'être corrigé au regard notamment de la lecture du New York Times, cette idée sur laquelle les monarchies du Golfe se seraient opposées très vivement à l'intervention américaine ces dernières semaines. C'est peut-être pas aussi clair que ça en ce qui concerne l'Arabie Saoudite et MBS pour ce que l'on peut lire. Alors ce sont des choses à confirmer, mais ce qui veut dire aussi peut-être qu'il y a aussi un sentiment partagé dans la région que l'heure de la République islamique d'Iran, dans son mode de fonctionnement incarné par Ali Khamenei, est passée. En effet, Thomas Gomard, pour rebondir sur ce que vous venez de nous dire, on pouvait lire dans le Washington Post, que les Saoudiens auraient en coulisses poussé Donald Trump à l'intervention. Hakim El-Karaoui, là-dessus, sur les intérêts divergents ou non entre Israël et les États-Unis, parfois on entend aussi qu'Israël n'était pas forcément favorable à cette opération, et surtout ce qu'on entend depuis plusieurs années maintenant, c'est qu'au contraire, Israël attendait enfin un président américain qui les aiderait vis-à-vis de l'Iran. Quelle est votre analyse là-dessus, Hakim El-Karaoui ? Je crois qu'il faut se souvenir d'une phrase de Vladimir Jabotinsky, qui est le père spirituel de la droite israélienne, et dont le père de Benjamin Netanyahou était le secrétaire. Il disait, il faut qu'Israël, enfin le futur Israël, il écrivait ça dans les années 20, il faut être à l'abri d'une muraille d'acier que la population ne pourra jamais forcer. La population dont il parle, c'est la population. À l'époque, on disait les Arabes. Aujourd'hui, on dirait les Palestiniens. Et ce que fait Netanyahou, c'est qu'il a élargi l'échelle géographique de cette logique-là. Donc, il faut aller toujours plus loin, toujours plus fort, avec toujours un problème tactique, stratégique. C'est où est-ce qu'on s'arrête et quelle est la solution politique ? Parce que la solution militaire, en fait, elle est sans fin. Et on voit que Netanyahou est dans une guerre sans fin. Il dit qu'il va remodeler le Proche-Orient. Est-ce que pour autant, il va faire la paix ? Non, en fait, c'est leur logique, et Trump l'a dit au début de son mandat, c'est la paix par la force, ou on pourrait dire la paix par la guerre. Le problème de la paix par la guerre, c'est que la guerre ne s'arrête jamais. Et du coup, ça crée une divergence stratégique avec les Américains, parce que les Américains n'ont pas intérêt à être embarqués dans une guerre sans fin au Proche-Orient.
Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je pense que tout ça va durer, et ça peut durer parce que ça peut muter. La logique aujourd'hui pour les Iraniens, ce serait de passer, s'ils perdent la guerre conventionnelle, ce serait de passer à la guerre asymétrique. Ils savent faire ça très bien. On se souvient des multiples attentats, des soldats français en avaient été victimes. Des citoyens argentins de confession juive en avaient été victimes. On peut très bien imaginer demain une série d'attentats là où ça fait mal, c'est-à-dire en Europe, c'est-à-dire aux États-Unis, c'est-à-dire aussi dans les pays du Golfe. La capacité militaire iranienne en est capable. Troisième chose, je reviens sur la discussion sur Trump. Pour moi, et son discours de ce point de vue-là était très signifiant, quand il revient à 47 ans avant, il se place dans une logique historique. Et il est dans un moment politique où il est en grande difficulté. Il a été contredit fortement par la Cour suprême. Les sondages sont mauvais, l'inflation repart. Il risque de perdre les midterms. Donc je pense qu'il se dit, je vais avoir une grande victoire symbolique. Et je prends le risque de faire la guerre alors que j'ai dit que je ne ferai pas la guerre. Évidemment, j'enverrai personne sur place. Et pour ça, il a un enjeu, s'il faut que ça aille vite. Et c'est ce qu'il a fait très bien au Venezuela. Mais là, c'est un de ses enjeux. Est-ce que ça va pouvoir aller vite? Est-ce que le régime va tomber? S'il ne tombe pas, est-ce qu'il va y avoir des manifestations de rue qui vont reprendre la dynamique, etc. Ça, c'est une des grandes inconnues. Et puis la troisième chose, c'est que on parlait des accords d'Abraham, Thomas Gomard parlait des accords d'Abraham. Moi, je ne crois pas du tout que tout ça renforce les accords d'Abraham, parce que ce que vont retenir les pays arabes de toute cette séquence, c'est qu'il y a un nouveau hégémone dans la région. Il s'appelle Israël. Et c'était bien de traiter avec Israël pour faire du business et pour limiter l'influence des Iraniens. Mais aujourd'hui, si on a un régime, un État qui est trop puissant dans la région, en fait, ça va leur poser problème. Et j'ajoute que l'ambassadeur d'Israël en France vient de dire l'un des objectifs d'Israël est la fin de ce régime. Natacha Valla, vous commenciez à nous parler des États-Unis, des midterms, pour poser la question très clairement. Est-ce que Donald Trump pourrait se servir de cette guerre pour décaler les midterms, qu'on dit souvent perdantes pour lui? Et est-ce que, à votre avis, et là c'est la question vaut pour tous les quatre, on peut comparer ou faire des analyses comparatives avec ce qui s'est passé au Venezuela? Parce qu'on a beaucoup dit, il a pris Maduro, mais pas du tout changé le régime. Est-ce que ce régime peut tomber? Je suis désolée, je ne veux pas vous demander de boule de cristal en ce dimanche matin, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais par rapport au midterm, ça me semble tellement... Enfin, on a tellement de nouvelles extraordinaires qu'on croyait impossibles et qui le sont devenues que j'aurais envie de vous dire tout est possible dans le monde actuel, mais ça paraît quand même, si on garde comme guide des institutions démocratiques américaines, ça paraît très très peu probable. C'est prévu en novembre. Hein. Voilà, il y a encore un petit peu de temps quand même, donc il peut se passer beaucoup de choses. Effectivement, si Donald Trump vise sur un conflit le plus rapide possible, il y a très peu de chances pour que d'ici novembre, ce soit derrière lui, et ce soit derrière lui comme une initiative parfaitement bouclée et totalement univoque du point de vue du côté positif des répercussions qu'elle peut aller. Je dirais deux choses. Une chose, c'est peut-être que on parle des États-Unis, on parle d'Israël, il faut parler des dirigeants très particuliers qu'ont ces deux pays aujourd'hui versus les populations de ces deux pays qui ont elles, une compréhension de leur propre histoire, de leur propre rôle géopolitique, qu'on passe un peu sous silence depuis que ces deux fortes personnalités se sont portées sur le devant de la scène et sur le devant des grands conflits qui ont été déclenchés dans le monde. Donc, essayons de donner un petit peu d'espace mental à ces deux populations qui sont, à mon avis, forcément beaucoup plus raisonnables, avec une vision beaucoup plus long-termiste que ce qui est décidé. Après, sur la probabilité d'avoir quelque chose de terminé. Si on regarde les instances précédentes des types d'interventions que Bertrand Badi évoquait tout à l'heure, ça n'a jamais été très bref ni rapide. Et surtout, les conséquences, en particulier sur les pays concernés, elles ont toujours été négatives à moyen terme. C'est-à-dire qu'en gros, en termes de... Là, je parle en termes économiques, mais il y a des dimensions sociales, sociétales et politiques qui sont tout aussi importantes. Mais on a perdu, et c'est le FMI qui regardait ça de façon assez systématique, à peu près 15% de PIB par tête au bout de 5 ans dans toutes les zones dans lesquelles on a eu des interventions de cette nature. Au bout de 20 ans, c'était 20% de PIB par tête en deçà de ce qu'il était même en point de départ au moment où les événements ont commencé. Donc, ça veut dire que d'un point de vue économique et social, dans la région, de toute façon, ça va être compliqué pendant longtemps. Ensuite, il y a aussi les autres acteurs qu'on n'a pas encore évoqués. Alors, je ne sais pas exactement où on en est de l'état des informations, mais il y a eu
des annonces faites, ou en tout cas des intentions, notamment de saisie du Conseil de sécurité de l'ONU. Alors je sais que c'est peut-être plus tellement à la mode. Il y avait une réunion quand même hier à 22h. Voilà. Heure française, à la demande de la France. Il y a certaines choses qui se passent. La France a quand même fait acte, en tout cas dans son discours, de volonté de désescalade de ces tensions qui s'accumulent d'heure en heure. Et donc ça, il faut le prendre en compte aussi, parce que moins on donne d'espace médiatique et mental à ces positions-là, plus on les néglige et moins elles sont opérantes. France Culture, l'esprit public. Astrid de Vilaine. Vous écoutez L'Esprit public, nous sommes en direct et nous évoquons les frappes contre l'Iran d'Israël et des États-Unis intervenues hier qui ont conduit à la mort du guide suprême Ali Khamenei. On parle des suites du conflit avec Thomas Gomar, le directeur de l'IFRI, Bertrand Badi, professeur en relations internationales, Natacha Valla, qu'on vient d'entendre, doyenne de l'école du management et de l'impact de Sciences Po, et Hakim El-Karoui, entrepreneur, essayiste et expert associé à Terra Nova. لحظاتی سرنوشت ساز پیش روی ماست. کمکی که رئیس جمهور ایالات متحده به مردم شجاع ایران وعده داده بود اکنون رسیده است. Mes chers compatriotes, des moments décisifs nous attendent. L'aide promise par le président des États-Unis au courageux peuple iranien est enfin arrivée. Il s'agit d'une intervention humanitaire et sa cible est la République islamique, son appareil répressif et sa machine à tuer, et non le pays et la grande nation iranienne. Cependant, malgré l'arrivée de cette aide, la victoire finale nous appartiendra. C'est nous, le peuple iranien, qui mènerons à bien cette tâche dans cette ultime bataille. L'heure de retourner dans les rues approche. On vient d'entendre Reza Pahlavi, le fils de l'ancien Shah d'Iran en exil aux États-Unis, sur ses réseaux sociaux hier. Bertrand Badi, est-ce qu'une guerre comme celle qu'on est en train de vivre en direct peut mener à un changement de régime en Iran ? Alors, depuis 1945, ça ne s'est jamais produit, ce genre de choses. C'est-à-dire, et là c'est très intéressant, il s'ouvre une nouvelle page de la science politique qui serait quand même temps d'écrire, qui est de passer de la théorie du régime change à la théorie du régime destruction, de la destruction du régime. C'est-à-dire, ce qu'on fait en ce moment, c'est non pas opérer par une intervention un changement de régime, mais opérer par une intervention la destruction d'un régime. Et on n'a pas suffisamment réfléchi sur tout ce que cela impliquait, et je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Natacha il y a un instant, c'est-à-dire que généralement, le résultat des destructions de régime, c'est pas très bon, très bon. Alors, il faut tenir compte d'une autre chose pour répondre à votre question qu'on n'a pas trop abordée jusqu'à maintenant, c'est la faculté de résilience du régime. On a un peu trop tendance, je l'ai fait moi-même en commençant cette émission, à dire que c'est un régime terriblement affaibli. Et c'est vrai que c'est un régime affaibli, décrédibilisé de bien des points de vue. En même temps, il dispose d'une capacité coercitive qui est tout à fait importante et bien supérieure encore à ce que l'on avait connu dans l'Irak de Saddam Hussein, dans la Libye de Kadhafi et dans d'autres régimes de cette même nature. Pourquoi ? Parce que ce régime, depuis 1979, il s'est cimenté, il s'est bétonné. C'est-à-dire, au-delà des figures que nous connaissons, il y a tout un socle qui est extrêmement important quantitativement, composé des Pasdaran, des Basijis, c'est-à-dire cette milice de jeunes qui pénètrent un peu partout la société, d'une police dont on ne parle jamais, mais qui est très importante. Et ce qui est encore plus important, c'est que tous ces acteurs-là sont d'une part en réseau avec leurs familles, leurs proches, leurs alliés de toute nature, qui donc sont impliqués dans la survie du régime et qui bénéficient en retour de quantité de dividendes. Et ça, c'est l'aspect corruptif ou corrompant du système qui fait que vous avez facilement 20 à 30% de la population iranienne, de la population, je ne dis pas des armées, de la population qui a intérêt à la survie de ce régime. Donc, il va y avoir de la résistance.
Autre élément qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on dit facilement la société iranienne est une société unie. C'est une société très complexe. En Iran, il y a 50% de persans et 50% de non-persans, c'est-à-dire des Kurdes, des Azaris, des Balouches, des arabophones, des Turkmènes, des tribus de toute nature. Et ça, c'est presque une loi, avec des guillemets, de la science politique. Lorsque un système politique s'effondre, eh bien, on se réfugie dans ses allégeances primordiales. Et ces allégeances primordiales créent un effet de dispersion qui est aussi un effet concurrentiel. Ça veut dire qu'il peut déboucher très vite sur une guerre civile. Donc, vous voyez, la messe n'est pas dite. Je poursuis avec les déclarations qui tombent à l'AFP. Il était l'invité de nos confrères de France Info ici dans cette maison, l'ambassadeur d'Israël en France, Joshua Zarka. Il nous dit que la désescalade doit passer par un changement de régime. Une fois que ce régime sera remplacé ou suffisamment affaibli, la paix pourra être formée. Et je vous donne la parole à Hakim El-Karoui. Oui, ça s'appelle du wishful thinking. C'est-à-dire des pensées magiques. Voilà, enfin, en tout cas, non, mais ça donne des buts de guerre. Je voulais abonder dans le sens de Bertrand Badi, rappeler qu'il y a eu 22 millions de personnes qui ont voté pour les candidats du régime, je crois, aux dernières élections, et que l'économie iranienne, d'une certaine manière un peu comme l'égyptienne, est très contrôlée par des puissances, et notamment les fondations religieuses, ce qu'on appelle les bonyades. En gros, on considère que c'est 30% de l'économie. C'est les gens qui contrôlent ces fondations, ils ont un intérêt vital à ce que le régime perdure. Et donc, ce que ça dit, c'est que d'un côté, il y a la jeunesse, et une bonne partie de la jeunesse des villes, à qui il faut rendre hommage, et on se souvient des crimes abominables du régime début janvier, mais il y a aussi potentiellement des forces hostiles, peut-être plus dans les provinces, et puis dans le système que Bertrand Badi a décrit. Et donc ça crée potentiellement un conflit qui est un conflit interne. Et on se souvient, là, on voit le fils du chat qui est brandi par les médias américains et certains Français comme la solution. Moi, ça me fait penser à Ahmed Chalabi en 2003, au moment de l'Irak. C'était la solution qui venait des États-Unis, qui était un Irako-américain, qui était montré par les Américains. Ça me fait penser à Hamid Karzai, exactement le même type de personnes au moment de l'attaque contre l'Afghanistan. Et ça, en fait, si on va dans ce sens-là, ça montre qu'on va aller vers une guerre civile, une décomposition et un risque, non pas d'embrasement de la région, parce que ça ne va pas se faire au niveau des États, mais un risque de déstabilisation longue, avec des enjeux économiques que rappelait Natacha Valla, qui sont très importants, parce que même si le pétrole n'est plus important pour les Américains, il est essentiel pour toute l'Asie, au-delà des Chinois, hein, les Indiens, les Coréens, les Japonais. Et puis, c'est des routes qui sont stratégiques. Donc on n'est pas au bout de nos peines. Thomas Gomard, on entendait hier le président Donald Trump aux États-Unis nous dire « J'ai bien une idée de qui pourrait être le successeur ». Vous avez entendu cette phrase. Est-ce qu'il souhaite que ce soit Reza Pahlavi? Et si oui, dans quel but? Est-ce pour faire du commerce, récupérer le pétrole? Est-ce que ce sont simplement des considérations internes? Quelle est votre analyse là-dessus? Je pense que ça a été très bien indiqué par Hakim El-Karoui. Il y a un certain nombre de précédents sur créer un personnage, incarner une sorte d'alternative politique possible. Donc là, c'est Reza Pahlavi qui s'est beaucoup mobilisé, pas seulement aux États-Unis, d'ailleurs en Europe, qui est fréquemment en Europe, qui a un certain nombre de réseaux. Très franchement, moi, je ne suis pas en mesure d'apprécier sa popularité, mais je vois assez bien le mécanisme se reproduire. Le deuxième point, peut-être, pour aider à essayer d'anticiper, c'est effectivement le parallèle auquel vous nous invitiez, Astrid de Villene, avec le Venezuela. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qui est intéressant avec le Venezuela, c'est d'abord le fait que ça corresponde à un changement de doctrine de l'administration Trump qui remonte à mars 2025, où désormais pour les États-Unis, la lutte contre le narcotrafic est assimilée à la lutte contre le terrorisme, c'est-à-dire le recours à des moyens militaires lourds, et avec une capacité qui a consisté à aller prendre Maduro à Caracas et à le mettre dans une prison à New York. C'est-à-dire quelque chose de très ciblé sur le dirigeant, et je pense que de ce point de vue-là, la victoire symbolique est très forte avec le fait que le guide suprême soit tombé. Les choses auraient été très différentes, en fait, si on avait eu ces opérations
opération avec un guide suprême toujours en place. Donc ça sera évidemment lu comme une victoire très forte de la part de Donald Trump, et ce qui pourrait d'ailleurs faciliter pour lui le fait de dire mission accomplie, comme souvent les présidents américains le font après quelques jours, même si chacun sait qu'évidemment les choses ne sont pas réglées, même si chacun sait qu'il prétend avoir réglé la paix dans 8 conflits, qu'il a réglé la situation à Gaza, etc. Bon. Mais je pense que le parallèle est de ce point de vue-là intéressant. Après, le degré de complexité de la société iranienne et ce que l'on observe du Venezuela, sur lequel, très franchement, les informations sont quand même très limitées. C'est-à-dire que ce qui est quand même fascinant à observer, c'est la capacité de Donald Trump à produire un effet médiatique global qui, d'une certaine manière, est presque plus important que l'effet militaire. Et de ce point de vue-là, d'obliger l'ensemble des acteurs à réagir de manière médiatique par rapport à une situation sur le terrain que nous comprenons de très loin et de manière très opaque. La France n'a été ni prévenue ni impliquée, tout comme d'ailleurs l'ensemble des pays de la région et nos alliés. L'Iran a répliqué dans de très nombreux pays amis, où nous avons, nombre d'entre eux, des emprises militaires et des ressortissants, avec donc des conséquences sur la stabilité régionale, la paix dans la région et au-delà. La priorité absolue pour nous est évidemment la sécurité de nos ressortissants dans tous les pays qui sont aujourd'hui frappés. C'est ensuite la sécurité de nos emprises militaires et diplomatiques dans l'ensemble de ces pays et ceux qui seraient exposés. Et c'est évidemment aussi la sécurité sur le territoire national. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Deuxièmement, c'est d'être aux côtés de tous les pays qui sont aujourd'hui touchés par la riposte iranienne ou qui sont menacés par celle-ci, dans leur intégrité territoriale, leur souveraineté. J'ai eu l'intégralité de ces pays ces dernières heures au téléphone, je vous en rendrai compte, et le ministre des Affaires étrangères sans doute aussi. On vient d'entendre Emmanuel Macron, c'était hier, samedi 28 février, en introduction d'un conseil de défense qui s'est tenu dans la soirée à l'Élysée. Et cette phrase qui est beaucoup revenue, la France n'a été ni prévenue, ni impliquée. Natacha Valla, comment l'interpréter ? Est-ce que c'est une bonne nouvelle parce qu'on mange pas de ce pain-là ? Ou est-ce qu'au contraire, ça prouve qu'on est un peu en dehors de la scène internationale, à votre avis ? Alors, je ne sais pas s'il y a seulement la France qui n'a pas été prévenue et qui n'a pas été impliquée. Non, il dit toute l'Europe. Enfin, oui, même si cas, voilà. Je vous entendrai là-dessus ensuite, les Britanniques sont intervenus. J'aimerais que vous nous disiez pourquoi. C'est vrai, il y a toujours. J'aimerais entendre l'analyse sur les Britanniques parce qu'on a toujours une position assez particulière de la part des Britanniques sur ce type d'intervention et de conflit. Mais sur l'Europe, ce que ça dit, pas grand-chose de nouveau en réalité par rapport à la perception de l'Europe et à sa pertinence telle que perçue par les entre guillemets grands acteurs géopolitiques du monde aujourd'hui, en particulier en l'occurrence ici les États-Unis. Donc je pense qu'effectivement l'essentiel c'est quand même de s'appuyer sur ce qui existe encore du multilatéralisme, ce qui existe encore comme mécanisme de coordination, de flux d'informations et finalement de mise ensemble de cette intelligence collective qui peut donner une réponse cohérente et donc plus solide par rapport aux événements. Et puis ensuite, pour comprendre quelles peuvent en être les conséquences. Je pense qu'on n'est pas à trop d'être tous ensemble pour comprendre ces conséquences-là. On a évoqué la sécurité sur le territoire national. C'est un des éléments qui en font partie. Vous voulez dire en France ? Alors, c'était les propos du président de la République. Et également, du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, qui a placé les forces intérieures en vigilance. Voilà, je ne sais pas donc si vous pourrez nous dire exactement ce que ça signifie, mais... Je pense que c'est important, justement, d'avoir ce degré de conscience et de l'extraire, en réalité, de cette métasphère de la géopolitique qui échappe un peu aux consciences et au quotidien des citoyens. Ça veut dire qu'il peut y avoir des répercussions de cette guerre sur le sol européen. Hakim El Karoui, à votre avis ? Moi je pense qu'il y a un risque là très élevé d'attentats. Et d'attentats, par exemple, vers des institutions juives. Parce que c'est ça que veulent... c'est ce qui ferait le plus de choc dans l'opinion, en France, mais peut-être plus encore aux États-Unis. Parce que je vous dis, je pense que quand on a perdu la guerre conventionnelle, on fait la guerre asymétrique. Et il ne leur reste pas beaucoup de moyens de guerre conventionnelle. Par contre, des outils de guerre asymétrique, là, il y en a beaucoup. Il y a les Iraniens directement, et puis il y a leurs proxys dans la région, mais il y a aussi des proxys qui sont dans les territoires européens. Concernant la France, je trouve qu'il y a toujours un petit paradoxe. D'abord, il faut rappeler qu'en 2003, dans à peu près exactement la même situation, ça avait été un peu plus long, les Américains avaient essayé de forcer la main du Conseil de sécurité, la France avait dit non.
très clairement. Et là, le communiqué est fait pour ne pas citer ceux qui ont tapé les premiers. Et ensuite, il y a eu une condamnation des attaques iraniennes vers les États alliés arabes. Je rappelle aussi qu'il y a des pays européens, parce que c'est un des éléments, c'est la division de l'Europe sur ce sujet-là, il y a des pays européens qui ont condamné. Vous voulez dire, Hakim El-Karoui, la France ne veut pas se fâcher avec Israël et les États-Unis, c'est ça? Oui, c'est ça, et c'est une grande différence avec 2003, sachant que le processus, là, ressemble beaucoup. L'Espagne et la Norvège, par exemple, ont condamné fermement, au nom du droit international, l'attaque américaine. Donc on va voir ce que ça va donner. La troisième chose, c'est que, il faut maintenant, je pense, prendre de la distance. Il y a des intérêts. L'intérêt de Donald Trump, je pense qu'il n'est pas stratégique, il est politique, il est interne. À mon avis, c'est vraiment afficher une grande victoire et faire oublier ses défaites. Les Israéliens, leur objectif, c'est d'annihiler leurs adversaires. Et les Européens, il va falloir que, ils fassent très attention sur le plan de la sécurité, mais deux aussi, qu'ils soient capables de faire entendre une voix un petit peu différente, parce que tout ça va avoir des répercussions mondiales. Et quand les Européens sont attaqués par les Américains sur le Groenland, ils trouvent ça absolument scandaleux, l'attitude des Américains. Et quand les Américains font quelque chose qui n'est pas très différent sur l'Iran, je parle pas du fond, mais je parle des principes, ils trouvent ça tout à fait normal. Et donc là, on est dans nos contradictions et ça ne va pas nous renforcer. Bertrand Badi. Oui, je pense qu'il est effectivement très préoccupant que l'Europe soit incapable de se positionner face à un sujet aussi important, un enjeu si déterminant. On voit que l'Europe est complètement aphone. Alors, l'Europe en tant qu'Union européenne, mais, et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire, à quelques rares exceptions, les États européens. L'Europe se vante, les Européens, les États européens se vantent de se référer comme marque de fabrique, j'allais dire, au droit international public. Là, il est complètement passé sous le tapis, comme exactement au moment de l'intervention au Venezuela. Le communiqué d'Emmanuel Macron suite à l'intervention au Venezuela était d'abord contradictoire avec celui de son ministre des Affaires étrangères, mais en tous les cas ne faisait aucune référence au droit international. Ce qui est extrêmement grave pour deux raisons. D'une part, parce que ça met un peu l'Europe hors jeu dans ce qui pourrait être la gestion de cette crise qui n'est pas terminée. Et puis pour une deuxième raison, c'est que on est en pleine incertitude sur la transformation du régime iranien. Il y aura de toute façon une transformation, mais cette transformation peut aller dans le sens de la radicalisation, peut aller dans le sens de l'ouverture, ou peut aller dans le sens d'une mobilisation sociale qui restructure la donne. Notre rôle, c'est justement de favoriser une transformation pacifique et la plus institutionnelle qui soit de ce régime pour éviter la catastrophe, la guerre civile dont on parlait tout à l'heure. Là, je pense qu'il y a un échec de la diplomatie française. Alors, la diplomatie britannique, c'est très intéressant parce que moi, ça me rappelle presque mot pour mot George W. Bush à propos de l'intervention en Irak qui disait... George W. Bush à propos de l'intervention en Afghanistan en octobre 2001, juste après le 11 septembre, et qui disait « Ce travail, nous le ferons avec nos alliés britanniques ». Il distinguait la Grande-Bretagne du reste de l'Europe et lui donnait ce label d'alliés privilégiés. Je me demande si nous ne sommes pas en train de voir se reconstituer ce binôme, ce qui serait une nouvelle mauvaise nouvelle pour l'Europe, parce que beaucoup d'efforts dans le contexte du conflit russo-ukrainien ont été faits pour ressouder la Grande-Bretagne à l'Union européenne. Et là, c'est une façon de le dessouder, mais il faut dire que M. Starmer n'est pas non plus en très bonne position et il est sur un siège très éjectable, si ce n'est déjà éjecté. Thomas Gomard. Bon, je pense que c'est effectivement ce débat sur le rapport au droit international est central et que les contradictions ont toutes été évoquées. J'ajouterais néanmoins que par rapport à 2003 et à l'opposition
incarné à l'époque par Paris, Berlin et Moscou, il s'est passé quelque chose de très important. C'est aussi l'évolution de Moscou, précisément. Le fait que, vous le rappeliez, Astrid de Villaine, le président Poutine s'exprime présente ses condoléances si rapidement au guide suprême, ça a été un des rares à le soutenir, et l'Iran a soutient encore d'ailleurs la Russie dans son agression contre l'Ukraine. Le deuxième point, c'est peut-être essayer de décoder aussi en creux ce qu'a dit le président de la République en ouverture du Conseil de défense. Là aussi, sur le plan médiatique, c'est intéressant à noter, cette mise en scène des Conseils de défense, qui est un pur produit, au fond, de notre système constitutionnel, très joué par le président de la République. Parce que effectivement, nous avons des accords de sécurité très contraignants, notamment avec les Émirats arabes unis, qui font qu'en 2025, la France a participé indirectement et peut-être aussi directement au conflit. C'est-à-dire que ce que nous sommes engagés à faire auprès des Émirats arabes unis, il faut le lire dans la déclaration du président lorsqu'il dit certains de nos pays peuvent faire appel, il l'a écrit dans son compte Twitter, à nous le cas échéant. Idem pour la Jordanie. Donc ça, ce sont peut-être aussi des éléments à garder à l'esprit. Et troisième élément important, c'est que ce qui se passe en Iran rappelle que on a toujours une centralité aussi de la question nucléaire. Je l'avais rappelé à ce micro précédemment. Lorsque Israël détruit le programme nucléaire irakien au début des années 80, ça a des effets de très long terme. Lorsque Israël détruit le programme nucléaire syrien en 2007, ça a des effets. Et évidemment, ça a des effets en Iran, ce qui nous rappelle que le XXIe siècle sera un siècle très nucléaire, et ce qui sera, à mon avis, exprimé par le président de la République dans son discours de demain à l'île Longue. J'ajoute cette information qui nous parvient de l'agence France Presse. La Corée du Nord juge illégales les frappes américaines et israéliennes sur l'Iran dans le sillage de ce que vous venez de nous dire. Thomas Gomard, vous n'êtes pas étonné, mais je donne quand même l'information. D'un mot, Hakim El-Karoui. Sur l'Europe, je pense qu'il faut vraiment analyser en deux temps. Il y a la question du droit international. Aujourd'hui, Natacha Valla le rappelait, en fait, plus personne n'y pense tellement ça pèse plus. Mais l'Europe, le droit international, c'est l'élément sur lequel l'Europe essaye de reconstruire une doctrine, une unité, maintenant qu'elle a été lâchée par les États-Unis. Et le fait qu'elle s'assoie dessus à la première occasion donnée par les États-Unis, c'est un très mauvais signal sur la capacité des Européens à exister, à mettre en œuvre leur souveraineté, dont parle le président de la République très souvent, dans ce moment-là stratégique essentiel. Il aurait fallu être plus ferme d'un point de vue diplomatique, Bertrand Badi, parce qu'on peut aussi se dire, c'est ce qu'on avait dit au moment du Venezuela, la population iranienne attendait peut-être ces frappes. Écoutez, la principale vertu du droit, c'est de dépersonnaliser et de départiculariser les problèmes. C'est-à-dire de considérer que tout humain, toute nation se trouve exposé aux mêmes droits et bénéficier du même soutien. Moi, ce qui m'a gêné dans cette intervention du président, c'est qu'il se disait aux côtés des pays qui ont été frappés par l'Iran. Bon, jusqu'à maintenant, et merci, Dieu merci, ces frappes n'ont pas provoqué beaucoup de morts, mais en Iran, il y a beaucoup de morts civiles. Et là, il n'y a pas eu un mot sur les jeunes filles mortes dans une école au sud de l'Iran. On dit 50, on dit 80 morts, pas un mot. Moi, je suis toujours pour le même refrain. Un humain vaut un autre humain, et le droit international est là pour le garantir. Là, la diplomatie française a perdu la face. Kaya Kallas, la chef de la diplomatie européenne, qui nous dit la mort de Khamenei est un moment décisif dans l'histoire de l'Iran. Thomas Gomard, et puis on va aller tout doucement vers vos coups de cœur, j'y tiens. Alors, sur la position de la France, je pense qu'il ne faut pas voir la position d'Emmanuel Macron comme une rupture. Parce qu'on a rappelé 2003 l'opposition de Jacques Chirac, on n'a pas rappelé l'intervention franco-britannique en Libye décidée par Nicolas Sarkozy, avec une interprétation, on va dire, extensive du droit international à l'époque. C'est-à-dire que la position française, à mon avis, reflète assez bien un débat sous-jacent très profond entre être membre permanent du Conseil de sécurité et donc à ce titre jouer un rôle particulier sur la scène internationale, bien comprendre qu'effectivement pour des pays européens, le droit international est un élément de positionnement, et puis en même temps être obligé de prendre en compte le rapport de force.
Merci infiniment à tous les quatre d'être venus ce matin dans l'Esprit public pour analyser presque à chaud cette guerre, ces frappes contre l'Iran menées par Israël et les États-Unis. On passe tout de suite à vos coups de cœur. Natacha Valla, doyenne de l'école du management et de l'impact de Sciences Po. Quelle est votre recommandation pour les auditeurs ce matin ? J'en ai deux très brèves. Un tout petit roman de Robert Seethaler, viennois, Le café sans nom. Alors si vous voulez avoir l'impression d'être chaque matin dans un café, sur le chemin du marché des Carmélites, eh bien c'est pour vous. Et puis le second, c'est le lundi 9 mars, il va y avoir la représentation de Roland de Lully, un opéra de la maturité, puisque c'était un des derniers, voire le dernier, à la Chapelle Royale à Versailles. Merci beaucoup. Bertrand Badi, professeur en relations internationales. Votre dernier livre chez Odile Jacob, Par-delà la puissance et la guerre, la mystérieuse énergie sociale. Alors c'est difficile d'avoir un coup de cœur toutes les semaines. Je vous l'ai déjà dit, on n'est pas obligé. Oui, il ne faut pas se forcer. Non, mais il faut encourager l'autre à avoir des coups de cœur. Donc je vous en félicite. Mais j'en ai eu un quand même spontanément en découvrant cette semaine un ouvrage publié aux éditions du CNRS qui s'appelle Royauté et qui est un collectif rassemblant plusieurs chercheurs. Je cite le premier alphabétiquement, Pascal Burési, et Ali, comme on dit dans les présentations bibliographiques. C'est très intéressant parce que c'est une mise en perspective de différentes conceptions du pouvoir politique telles qu'elles ont pu se forger au fil du temps et dans l'espace. C'est-à-dire qu'on voit la royauté moldave à côté de l'empire moghol, à côté de la éthiopienne, à côté de la monarchie française, à côté de la monarchie suédoise, et on voit ainsi comment le même pouvoir politique a des incarnations extrêmement différentes, tant dans la symbolique que dans la matérialité. Je vous le recommande. Merci beaucoup. Hakim El Karoui, entrepreneur, essayiste, expert associé à Terra Nova. Votre dernier livre aux éditions de l'Observatoire Israël-Palestine, une idée de la paix avec un point d'interrogation. Moi, j'ai lu avec un grand intérêt 1966 d'Antoine Compagnon. Chez Gallimard. Chez Gallimard, qui est une assez longue chronique, ça fait 500 pages, de cette année et plus généralement des années 60. Il rappelle en fait ce moment d'espoir qui était cette période-là. Et je trouve que c'est intéressant aujourd'hui parce que c'est le moment où la génération 66 doit passer la main. Et elle n'arrive pas à le faire. Elle n'arrive pas à le faire notamment d'un point de vue économique, quand on voit comment les retraités s'acharnent à ne pas reconnaître que leur niveau de pension, par exemple, est trop élevé, eu égard à notre capacité de production. Ça ferait un autre débat. C'est un autre débat, mais je l'ouvre pour la prochaine fois. Je trouve ça très intéressant. Et de voir l'espoir de l'époque et puis l'inquiétude d'aujourd'hui. Thomas Gomard. Bon, pour ma part, je n'ai aucun mal à avoir un coup de cœur par semaine. Et donc je recommanderais la lecture de la biographie de De Gaulle par Jean-Luc Barré chez Grasset. Alors encore une biographie de De Gaulle, c'est-à-dire que on avait lu celle évidemment de la couture, celle d'Éric Roussel ou celle de Julian Jackson. Mais ce qui est très étonnant, c'est que précisément Jean-Luc Barré arrive à faire un renouveau historiographique en s'adressant à un public très large. C'est extrêmement bien écrit, c'est un bonheur de lecture. Et surtout, il traite fondamentalement d'un sentiment éprouvé par le général de Gaulle pendant les années qu'il couvre. Hein. Donc c'est le premier des Français qui couvre la période entre 1944 et 1958, qui est la solitude. Merci infiniment. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, et que votre dernier ouvrage est paru en janvier chez Talandier, Qui contrôle qui, les nouveaux rapports de force mondiaux. Merci infiniment à tous les quatre. Moi, mon coup de cœur, c'est un livre de Virginia Woolf qui s'appelle 3 Guinées, qui est paru en 1938, quelques mois, années avant la Seconde Guerre mondiale, et qui est d'une actualité incroyable. Elle fait le lien, vous l'imaginez, vous la connaissez, entre le patriarcat et la militarisation et les guerres. C'est très intéressant dans la période. Je vous remercie encore tous les quatre. Bertrand Badi, professeur en relations internationales. Natacha Valla, doyenne de l'école du management et de l'impact de Sciences Po. Hakim El Karoui, entrepreneur, essayiste, expert associé à Terra Nova. Et vous, Thomas Gomard, directeur de l'IFRI, d'être venu ce matin décrypter cette actualité extrêmement chargée. L'esprit public
est disponible, comme toutes les semaines, sur l'application Radio France et sur le site de France Culture. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. La semaine prochaine, nous devrions parler de politique intérieure des municipales, mais vous le savez, tout peut aller très vite et changer au dernier moment, et c'est pour ça qu'on est ravis d'animer cette émission. Très bel après-midi à l'écoute de France Culture. Dans un instant, les bonnes choses de Caroline Brouet.